on est sur nos 50 ans. Première période, 1974-1988. L'ozone et le charbon actif sont dans un bateau. Donc, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui avec tout ça? Cher Bernard Legueux, moi je suis ravi de... Alors là, je te tutoie parce qu'on se connaît. De te retrouver, ça a été dit, comme un des fondateurs de l'association donc, et de ses premières journées d'information, professeur émérite, alors IM2P, IM2 et MP, pardon, ça évidemment, et puis aussi quand même toujours président du conseil scientifique, du comité de bassin, donc de l'agence de l'eau à Nour-Garonne. Bon, je sais que cette manifestation te tient à cœur. En tant que grand témoin, là tu vas jouer, donc, pardon, tu es là. En tant que grand témoin, donc quelques mots quand même sur ces 50 ans. On est à la 26e édition, mais tu as suivi tout ça, et puis merci d'avoir porté le bébé dès le départ et d'avoir eu cette intuition. Ah, merci Denis d'avoir accepté de venir nous animer cette matinée. La matinée d'ouverture des journaux d'information est toujours un petit peu rébarbative, on va dire, et traditionnelle. Un peu chiant, quoi. Et le monde vient aussi beaucoup après pour se répartir dans les différentes salles qui seront ouvertes cet après-midi. Je pense 3 ou 4 salles. Donc merci d'être venu pour animer. Et tant mieux si tu as 70% d'eau dans le corps. Moi j'en ai que 55%, mais enfin bon, oui, peut-être que je suis un peu plus costaud. Je sais pas. C'est ça. Un peu. Non, c'est 55%, je crois, pour le. Ah, c'est 55? Ouais, entre 50 et 55%. D'accord. Ça dépend entre hommes et femmes. Peu importe. 70%, c'est les nourrissons. Ah, voilà. Ah, bah, oui, mais moi je suis resté à cet âge-là. Alors, ok, donc on n'est pas là pour faire une émission de variété, mais quand même. Non, on a appris un truc. Un petit mot quand même. Je voudrais remercier tous les présidents de l'Apten qui m'ont succédé pour organiser ces jours d'information, et notamment Bertrand, évidemment. On va parler de Bertrand en particulier, qui est vraiment la cheville ouvrière de ces jours d'information depuis des années, des décennies peut-être, je vais dire. Donc merci à eux. À l'occasion de ce 50e anniversaire, on souhaitait faire, je fais court, hein, on souhaitait faire quelque chose d'un peu particulier. Donc on a découpé, si vous voulez, en 3 périodes, comme le disait Denis, les 50 ans, qui nous séparent de 1974. Et puis on a essayé de chercher un sujet majeur ou un sujet important qui était discuté, présenté pendant ces tranches de 16 ans en fait, de 15-16 ans. On aurait pu évidemment choisir d'autres. On pouvait pas parler de tout. Et donc pour le premier sujet, on a pensé à ozone charbon actif parce que c'était une technologie qui dans les années entre 74 et 90 à peu près était beaucoup développée et faisait l'objet de beaucoup de recherches. Et donc on a fait venir autour de la table des spécialistes de l'ozone, du charbon actif, en tant que chercheur et en tant qu'industriel. Ce qui est très important dans ces jours d'information, ça a été dit, répété ce matin, c'est justement le contact, les échanges qu'il peut y avoir ici tous les 2 ans entre les chercheurs et les exploitants et les constructeurs de technologies. Les journaux d'information rose sont pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, bien sûr, et pour ceux qui vont venir demain et cet après-midi et après-demain, incontournable, en fait, je crois, dans le domaine de l'eau. Mais c'est vrai qu'en 1974, quand on a organisé la première édition, c'était pas du tout dans les mêmes conditions. C'était un seul amphi, avec très peu de conférences pendant 2 jours quand même. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. J'interviendrai éventuellement dans le débat. Donc, je te relaisse la parole. Grand merci, Bernard, donc, pour ces quelques mots. On va commencer avec vous, Pierre Pierronne, s'il vous plaît, parce que vous êtes donc industriel, représentant des exploitants et des constructeurs, donc chez Suez, référent national qualité eau. Alors aussi, vous avez bourlingué pendant, je crois, plus de 35 ans en France, à l'étranger, Australie, donc Angleterre. Donc vous avez ce recul absolument nécessaire par rapport donc aussi à ces produits. Et alors déjà peut-être savoir historiquement comment se place la France, je dirais, par rapport aux autres pays, surtout ceux que vous connaissez, mais dans l'utilisation, on va dire, de ces charbons actifs et de l'ozonation. Qu'est-ce que ça représente, ça? Alors la France a été pionnière dans l'utilisation du charbon et de l'ozonation. Alors, ça date, on va parler des années 70 et 80, mais clairement, même maintenant, si on va aux États-Unis et en Angleterre, il y a peu de décennies, l'ozone et le charbon étaient extrêmement peu répandus.
Donc la France est clairement pionnier, hein. Ça c'est certain, grâce à la recherche, grâce à tous les gens, des industriels qu'on a évoqués. Bon, alors donc ça c'est déjà une nouvelle intéressante, parce que moi je ne savais pas du tout si les autres pays le faisaient ou pas. Est-ce que ces procédés, ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité, ils sont dans le coup? Alors oui, il y a des évolutions. Alors, le charbon actif, j'ai presque envie de dire que c'est de plus en plus appliqué pour les différentes micropollutions que nous entendons dans les médias, par exemple. Et l'ozonation, même si il y a qui avait un rôle, il faudrait peut-être revenir sur l'historique, l'ozonation avait un rôle de désinfectant à l'origine, ça il y a presque 100 ans. Et maintenant, ensuite, il y avait un rôle d'oxydation. Et pour la désinfection, il y a la désinfection par ultraviolet, par exemple, qui peut prendre la place dans certains cas. Donc l'ozonation existe encore, a des applications. Alors je pourrais même parler, je rentre peut-être trop dans les détails, de pré-ozonation à l'origine ancienne, dans les années 70, où il y avait le chlore qui a été utilisé massivement à différents titres, puisque l'eau, avant 1974, si on prend ce repère, c'était essentiellement la désinfection. Donc on utilisait beaucoup de chlore, et évidemment sur les eaux de surface il y avait la coagulation, et pour aider la coagulation on mettait beaucoup de chlore en pré-chloration aussi, et les sous-produits de chloration ont fait que la pré-ozonation a pris le dessus si on veut faire de pré-oxydation. Donc l'ozonation a encore un intérêt, on va dire. Alors ça a un intérêt, mais est-ce que ça a quand même quelques limites dans l'affaire? On a quand même des petites pollutions diverses et variées quand tout ceci se travaille avec d'autres molécules. Comment ça se passe? Alors là, c'est aussi j'ai envie de dire, le rôle de la recherche, des chercheurs de dire, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux micropolluants, est-ce que l'ozone fonctionne? Est-ce que le charbon fonctionne? Donc ça, on va presque dire que c'est la recherche académique, hein, je fais très simpliste. Et ensuite, il faut le mettre en œuvre. Donc il y a la recherche avec les industriels aussi, puisque suffit pas de dire que l'ozone marche contre un micropolluant pour que tout de suite on puisse le mettre de manière optimum. Et puis il y a les sous-produits de désinfection. On parlait du chlore tout à l'heure, mais l'ozonation en produit également. Donc il y a besoin d'optimiser pour éviter ces sous-produits de désinfection. Et puis en retrouver d'autres en réagissant avec des micropolluants. Alors, c'est aussi pour les anciens. Jean-Pierre t'en parlera probablement. Il y a eu à une époque, pour détruire des pesticides, le couplage avec l'ozone et l'eau oxygénée, qui a été ensuite interdit parce qu'il y avait des micropolluants plus toxiques que le pesticide lui-même, on va dire. Donc ça a été ça. Dans la formation, bon ça vous l'avez dit effectivement, sur la formation des sous-produits de désinfection, donc le rôle que peuvent jouer donc charbon actif et ozone, mais les besoins de traitement à cette époque, qu'est-ce que c'était quand même? Là, on revient donc sur notre première période. Qu'est-ce que ça donnait ça? On avait besoin de quoi? Pour faire là aussi très simpliste, hein, comme je le disais avant 74, c'était la désinfection, pour faire simple. Ensuite, la qualité de l'eau, les connaissances. La qualité des eaux de surface surtout se sont dégradées, alors peut-être dû à évidemment l'industrialisation dans le XXe siècle, mais également la concentration urbaine, donc des rejets des eaux usées qui n'étaient pas traitées non plus. Donc les ressources de surface se sont dégradées et il y a eu alors moi pour simplifier, je dis des objectifs macro, c'est-à-dire c'est des milligrammes par litre de matière organique, c'est des mauvais goûts. Et donc à partir de là, il fallait améliorer la situation. Et le charbon, dès les années 70 pour des eaux de surface, en région parisienne par exemple, a été installé avec ses objectifs macro, donc les mauvais goûts, les matières organiques. Et puis ensuite, il y a eu les micropolluants divers, les pesticides, et ça a dû être amélioré. D'accord, donc on est passé du macro au micro. Et là, vous avez encore de l'avenir parce qu'on en trouve absolument. Moi, ce que je trouve assez dingue, hein, globalement, c'est que j'aimerais tellement que vous ne soyez pas, si vous voulez, en train de réparer les dégâts que l'on crée, quoi, avec l'eau. Parce que c'est quand même ça, quoi, énormément. C'est-à-dire qu'on va vous balancer des produits divers et variés, puis on va vous demander, vous, effectivement, ingénieur, après, derrière, d'essayer de dépolluer l'affaire. Je fais très ça, moi je le regarde effectivement de l'extérieur. Mais bon, donc c'est un peu un puissant fond, mais voilà. Vous aurez du boulot. Jean-Pierre Duguay, donc je vais dire, allez, cher Jean-Pierre, donc qui a commencé à Lyonnaise des Eaux, puis après Haute-Paris, Veolia, qui connaît donc très bien tout ça. Vous êtes un peu notre monsieur ozone. Allez, aujourd'hui, vous pouvez parler donc les uns les autres de tous ces sujets, mais vous êtes un peu une mémoire de la R&D. Donc, alors, l'évolution des normes en 50 ans, c'était quoi et l'impact que vous avez eu donc sur la recherche, évidemment?
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Pierre en a parlé macro-micro. Effectivement, c'est dans les années Alors, 70. micro plus proche, puisqu'on parle C'est vraiment dans les années 70 que l'on a vu apparaître de nouveaux appareils grâce à l'électronique. Donc on est passé de normes où on faisait de la mesure de couleur pour déterminer les concentrations en phénol à des appareils beaucoup plus sophistiqués, la chromatographie en phase gazeuse, la chromatographie liquide, les spectromètres de masse, etc., qui tenaient dans une pièce au départ et que vous mettez sur un bout de table aujourd'hui. Donc inutile de vous dire qu'on est vite passé du milligramme au microgramme et au picogramme dans certains cas, ce qui a fait que ça crée des nouvelles interrogations. Je vous rappelle les années 70, le DDT dans la peau des ours au pôle Nord. Donc il y a une dynamique qui s'est créée ce qui fait que donc on est passé effectivement au milligramme et également à l'élimination de micropolluants. Donc donc on va utiliser l'ozone effectivement pour dégrader ces produits. Malheureusement, on ne les transforme pas la majorité du temps en gaz carbonique et on a un effet complémentaire entre l'ozone et le charbon. Donc qui marche plus ou moins bien, on y reviendra cet après-midi. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout au niveau de l'ozone, bon, c'était découvert en 1700 et quelques par Schönben, mais les premières installations, c'est fin du 19e siècle. Oui. Et le point marquant, c'est surtout qu'on avait des problèmes de poliomyélite et que donc l'Institut Pasteur, entre autres, je vous la fais courte, parce que je ne suis pas vraiment historien patenté, mais à l'Institut Pasteur, on a fait des manips pour voir si l'ozone pouvait inactiver les virus de la poliomyélite. Et donc, à partir de quelques cinétiques en laboratoire, quelques essais, on s'est aperçu que, par exemple, si on maintient un résiduel de 0,4 mg par litre pendant 4 minutes, on avait une inactivation suffisante, au moins 3 logs de virus de la polio. Donc, les premières installations françaises visaient donc cette désinfection. Donc, on a fait 2 cuves. La première où on rajoutait de l'ozone pour avoir 0,4 mg par litre, et la deuxième où on maintient ce résiduel pendant au moins 4 minutes. Donc ça, c'était les tout débuts. Oui. Arrivent les années 80, où je dirais que les sociétés d'eau en particulier se sont internationalisées, et donc on était dans un système où il fallait distribuer de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc dans la formation en particulier des ingénieurs et des techniciens, l'objectif, il était plus quantitatif. Donc vous voyez que tout se relie. Et donc là, on a eu des universitaires comme à l'époque Dominique ou ses prédécesseurs, par exemple à Toulouse, le professeur Roustan, qui est proche aussi de l'INSA et aussi du génie chimique. Et donc on a mis en place, appliqué, les concepts de génie chimique aux réacteurs d'ozonation, mais ensuite à tous les appareils dans lesquels on faisait de la chimie de l'eau. Donc génie chimique qui n'était pas vraiment très utilisé. Et le dimensionnement aussi de ces différents réacteurs d'ozonation en 50 ans Là aussi, soit les installations existaient, donc on a rendu, par exemple, vous pouvez avoir de l'eau qui va stagner dans un coin du réacteur, d'autres, une partie d'eau qui va sortir, voire, je passe un morceau, qui ne va pas être présent dans l'eau, dans le réacteur le temps voulu. Donc, tout ça, ça se travaille.
Et de façon très schématique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a un infiniment mélangé, un réacteur infiniment mélangé, où on a un piston où l'évolution de la réaction se fait différemment. Ça, l'industrie chimique l'avait très bien compris et avait optimisé leur procédé. Nous, on n'en était pas là encore. Et donc, on a pu, grâce à des traçages des réacteurs et ensuite l'utilisation de modèles numériques, utilisé dans l'aéronautique, par exemple, fait de la modélisation. Et on a eu des concepts comme, par exemple, de l'usine numérique. On rêvait tous de savoir quel était le résiduel d'ozone dans chaque partie du réacteur. Et on a eu ce magnifique outil qui est utilisé maintenant pour l'ozone, mais également pour les UV, pour les différents procédés. Oui, ça marche. Donc ça, à mon avis, ça a été très important. Et l'USCPA, de façon, enfin, je ne sais pas si c'est maladroite, mais a intégré dans ces normes des crédits d'abattement ou d'inactivation de micro-organismes, l'hydraulicité des réacteurs. Donc, problème très important. Comme ça, de votre œil, l'avenir de l'ozone, qu'est-ce que ça peut être? L'avenir, pour moi, c'est comme toute chose, c'est trouver le bon équilibre entre les effets positifs, les effets négatifs, avec des aspects économiques aussi. Parce qu'effectivement, on parlera des membranes, on parlera... Ça, on va en parler. Voilà, donc il y a des aspects économiques. Là, c'est trouver, au fur et à mesure de l'évolution, donc là aussi, tout doit être lu avec un contexte historique, en fonction des nouvelles connaissances que l'on a, je dirais, de trouver les nouveaux équilibres. On reposera sur des arbitrages, mais quand même avec la santé qui est quand même un peu un fil conducteur. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, là aussi, se pose une question qui pourra être posée, c'est que quand on fait de la recherche, on va se baser sur une molécule, et on va dire, ah ben il y a un sous-produit, donc on ne peut pas. Mais en réalité, comme on le voit de plus en plus, vous avez une multiplicité de composés. Et donc, point d'interrogation, hein, est-ce que ce qui compte, c'est pas de purifier, entre guillemets, d'avoir une eau, même si elle contient des produits qui ont été éventuellement transformés, mais qui donnent des réponses positive en sortie. Alors, juste aussi un mot, Jean-Pierre, avant de passer la parole à Dominique Volbert. Ça, c'était pas forcément dans le cadre, mais tout à l'heure, vous m'avez dit une chose que je trouve pas inintéressante, c'est-à-dire que, bon, vous êtes des scientifiques, et puis après, effectivement, il faut faire redescendre, on va dire, toute cette information, et pour cette utilisation, on va dire, sur le terrain, donc on va rencontrer des techniciens, voilà, et puis après, peut-être d'autres personnes. Et là, vous constatez quoi? Alors, moi, c'est quelque peu ma conclusion personnelle, c'est que ça fait, on a vécu tous à peu près une cinquantaine d'années ou une trentaine d'années d'évolution très très rapide pour les causes qui, dans certains cas, ont été données. Mais ce que je m'aperçois, c'est que on a des acquis énormes, tant sur les produits, les sous-produits. On a des moyens analytiques très très importants. Et d'un autre côté, il faut des moyens pour que, entre autres, et là, je suis plus sur Paris et la région parisienne, mais dans des installations, dans des villes de 15 000 habitants, je vois le différentiel qu'il peut y avoir en termes de connaissances entre le niveau de connaissances que l'on peut avoir et que l'on peut aller chercher dans des journées information eau comme celle-ci, et ce qui se passe sur le terrain. Donc, que ce soit d'ailleurs les responsables d'usines où on a encore, et il en faut, des gens qui connaissent très bien leurs installations, mais qui ont un métier d'électromécanicien. Alors ça évolue, il y a des chimistes, et donc là il y a des besoins énormes pour combler cette différence entre connaissances, mais je dirais même normes, et le niveau dans lequel on est. Alors ça c'est pour la partie professionnelle. Donc moi j'entends, moins on en dit à l'ARS et mieux on se porte. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage. Amis des RS dans la salle.
arriver aujourd'hui, à notre époque, avec toutes les connaissances que l'on a, à ce constat, quoi. Ouais. Et je ne suis pas le seul. Des Non, mais le font aussi. Et le dernier, Oui, dernier Jean-Pierre. point, c'est également le commun des mortels. Je vais quand de temps en temps à quelques réunions avec des citoyens et on voit bien que, bon, certes, c'est pas des doctorants en chimie qui viennent écouter, Non. mais il y a un écart entre le citoyen normal, entre guillemets normal, et ce qu'on leur propose en même temps plus de où on leur donne la parole. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, il y a des besoins en termes de communication, d'explication qui sont énormes. Et je pense là, et je finis, pour l'APTEN, il y a encore du travail à former un petit peu tout le monde et besoin au niveau universitaire en particulier de faire savoir au grand public. Surtout dans une société où aujourd'hui vous avez un fait scientifique d'un côté, une opinion de l'autre, et tout est lissé. Donc c'est quand même assez terrifiant. Bon, pour autant, il y a quand même des faits, il y a des choses. Voilà, et on va s'en emparer quand même joyeusement. Non, mais je comprends très bien. Si vous interrogez les gens effectivement pour savoir quelle est la composition de l'équipe de France de foot, ils vont vous répondre. Mais après, sur nos sujets, ça va être un peu plus. Bon, je grossis un peu le trait, c'est normal, absolument. Cher Dominique Volbert, nous avons besoin de quelqu'un de la recherche publique, là aussi, professeur en génie des procédés. Bonjour. À l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, dont vous êtes venu, vous n'êtes pas très loin, donc là-dessus. Alors voilà, quelques mots donc aussi de votre part. Donc, allez, on peut y aller sur le charbon actif, on peut y aller sur l'ozone, je sais aussi avec vous, mais qu'avez-vous un petit peu envie de dire sur le sujet donc, qui nous anime sur cette table ronde? Alors, c'est vrai que nous, en recherche, on va souvent aller peut-être même très loin pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on a aussi pas mal travaillé sur les problèmes de compétition, puisque finalement, on voulait éliminer des micropolluants. Donc, on était au microgramme et on avait de la matière organique autre, naturelle, qui venait des feuilles d'arbres qui tombaient dans les rivières et autres, qui représentaient des milligrammes de matière. Et donc, on avait forcément de la compétition. Et on a pas mal travaillé également, en particulier sur le charbon actif, sur des problématiques de compétition. Mais là, c'était vraiment presque problématique intellectuelle. Et puis, les choses ont un petit peu évolué pour répondre à des problématiques qui remontaient finalement des entreprises, avec des problèmes finalement de pics de pollution, de traitement, de comment on peut traiter des arrivées brutales de micropolluants. Donc on est passé à de réacteurs ou de systèmes en LiFix, au début il y avait que du LiFix qui avait un peu partout, et finalement on a évolué vers des réacteurs qui étaient ensuite avec du charbon actif que l'on mettait dans la partie décantation ou des réacteurs avec du charbon actif en suspension où on pouvait ajuster la dose. Donc là aussi il y a eu pas mal de travaux sur finalement cette évolution technologique qu'on a accompagnée à l'époque. Pour avoir des systèmes qui permettent de gérer plus de solutions. Et quelque part, là, alors du coup, c'est mon aspect chercheur public académique. Oui. Il y a aussi un aspect sur ces procédés-là ça reste quand même des procédés robustes qu'on peut mettre en œuvre en dehors de la France. Oui, compris. Et là, quelque part, il y a quand même beaucoup de pays où les traitements d'eau sont de très loin pas aussi bons. Et il y a encore, voilà, et quelque part, ces procédés-là, ils ont quand même cette robustesse-là. Même les charbons actifs, finalement, ils ont une telle versatilité. Alors, pour pouvoir vraiment être encore des solutions d'avenir pendant un moment, parce que c'est des solutions qui finalement restent robustes, simples à mettre en œuvre et qui sont malheureusement pas encore assez mis en œuvre dans beaucoup de pays. Donc une R5, vous voyez, là, bien solide, ça continue à rouler. Et si vous prenez effectivement des SUV, mais un peu plus perfectionnés, ça va pas être ça qui va le faire effectivement dans d'autres pays. Alors bon, nous on est sur les PFAS, on est sur tout ça, mais
ces tas de coins, ils en sont absolument pas là. Donc c'est ce que vous dites, effectivement, ça fonctionne, ça tourne, ça a quelques inconvénients parce que c'est vrai que vous allez casser des molécules organiques et puis après, eh ben, on va en faire des molécules, on va dire, qui sont plus polaires. Bon, voilà, ça, on le voit. Donc ouais, j'ai découvert ça, non, ça je le savais. Deux, trois trucs que je savais quand même avant. Mais voilà, donc on améliore encore ces procédés-là aussi ou... Bah, on continue à les regarder, clairement, parce que bah, ils ont toujours des effets. Alors on continue à les regarder parce que bah, quand les molécules auxquelles on s'intéresse changent, on n'est pas totalement sûr de l'efficacité. Donc, j'irais presque qu'on recommence régulièrement. On change juste le jeu de molécules qu'on va suivre. On était sur des pesticides, on est passé aux résidus médicamenteux, on passe au PFAS, voilà, et on attend les suivants. Ils vont bien arriver. Tout à fait. Mais où finalement, on refait quasiment les mêmes études, pour certains aspects, mais avec finalement, où on s'aperçoit que, après, c'est un problème de dimensionnement. C'est ça. Voilà, si on renouvelle le charbon suffisamment souvent, il sera efficace sur beaucoup de choses. L'ozone également, enfin voilà, ça reste une solution robuste, elle a des sous-produits. Après, il y a un compromis à trouver entre ce qu'on est prêt à payer pour produire une eau potable et les produits que l'on relargue tous ensemble. Vous disiez tout à l'heure, c'est un problème de santé. Oui, mais c'est un problème de santé aussi de ne pas prendre de médicaments antibiotiques au départ, si on est malade. Ouais, et donc, forcément, ils se retrouvent dans l'eau. Forcément, on essaie de les traiter dans les eaux usées. Alors, on commence à mettre aussi du charbon actif maintenant et de l'ozone dans les traitements tertiaires d'eau usée. On n'en a pas parlé, puisqu'on parlait d'eau potable, mais finalement, on essaye de les mettre avant. Et donc, il y a pas mal de travaux où on commence à mettre de l'ozone et du charbon actif en traitement tertiaire d'affinage des eaux usées pour justement retenir les composés avant qu'ils n'arrivent dans l'environnement. Oui. De toute façon, dès que vous avez trop de flotte qui arrive, ça dégueule partout directement. On l'a vu effectivement dans la Seine et ailleurs, quand les steppes ne peuvent pas faire leur boulot. Non, ce que j'aime bien effectivement, c'est que bon, vous nous rappelez, c'est quand même ça, c'est qu'on faut avoir une approche bénéfice-risque. Là, vous êtes tous à peu près d'accord sur. Donc non, mais vous êtes aussi pour dépassionner un petit peu le débat, quoi. Parce que nous, on a peur dans les médias plonger sur un truc, vous voyez, les gens connaissent pas, et hop, on y va. On a l'impression qu'on va tous crever. Bon, donc, on a à un moment donné, il y a effectivement un bénéfice-risque. Alors, les médicaments, ça va parler à tout le monde, parce qu'effectivement, voilà, on n'a pas envie de trouver de l'antidépresseur dans notre potable, mais c'est bien parce qu'on en a pris, enfin, qu'on en a pris au départ et que ça se retrouve. Et que les poissons changent de sexe aussi. Et que, donc voilà, donc on a aussi à un moment donné, alors, et puis on a aussi une acceptabilité qui est compliquée entre les pollutions des uns, où les bénéfices pour les uns n'est pas le risque pour les autres. Et c'est compliqué de trouver un compromis. Et je pense que c'est encore plus compliqué actuellement qu'avant. Oui. Parce qu'il y a un peu un manque de confiance aussi sur ce qu'on va dire lorsqu'on dit que l'eau est, entre guillemets, suffisamment bonne. Mais on n'est pas obligé de nous croire. Enfin, et on a tendance à ne plus nous croire. Et puis maintenant, nos jeunes ne boivent même plus de vin rouge pour compenser ça. C'est absolument incroyable. Vous êtes de très mauvais citoyens, les jeunes. Je tenais à vous le dire, parce que vous buvez de la bière comme des malades, etc. et tout, mais le vin rouge, vini. Buvez du rosé de temps en temps, etc. Non, mais c'est effrayant. Bon, même s'il y a 80% de flotte minimum évidemment dans du vin, mais quand même. Bon, je pourrais vous lancer aussi sur. Mais on avait un peu évoqué là, effectivement entre le bactéries, microbes d'un côté, virus de l'autre, voilà. Là aussi, je sais pas où est-ce qu'on en est, quoi, parce qu'on a envie on se dit, bah tiens, effectivement, il y a eu le Covid, alors les gens ont compris que c'était un virus, bon, très bien. Sans les virus, vous le savez, hein, on va vous faire des cours de médecine, mais on vit pas. Hein, le virus est aussi sympathique, il paye pas simplement qu'une saloperie, hein, donc voilà. Est-ce que là-dessus, on est dessus, quoi, enfin, on est. Nous, on travaille. Jean-Pierre, je sais pas, tu peux y aller. Oui, oui. Bah, au niveau de, par exemple, de l'ozone. Ozone et il y a virus, eu beaucoup d'études de fait déjà pour l'eau. Bon, là, a priori, il n'y a pas de problème au niveau eau potable. Et les plus grosses applications ont été mises en place pour l'air, par exemple. Parce que bon, j'avais fait
une petite heure et demie pour la Société de l'ozone sur le sujet. Il y a énormément de choses sur tout ce qui est mécanisme, quelle est la partie du virus qui est touchée par l'ozone, par les UV, par le dioxyde de chlore. Il y a beaucoup de choses. Et par contre, après, c'était en termes d'application. Et je réponds aussi à la question que vous posiez. Un gros, je veux dire, marché ou application, c'est tout ce qui est traitement de surface, que ce soit la désinfection des pommes de terre, donc dans l'agroalimentaire, également tout ce qui est surface. Les ambulances en Grande-Bretagne étaient désinfectées par de l'ozone. Alors, sinon, ça c'est juste une petite incise. Le plus dangereux, c'est quand vous bouffez des plats préparés. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est terrifiant. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est un vrai bonheur. Donc là, vous risquez davantage pour votre santé, peut-être que par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Cher Bernard, Bernard, je t'en prie, reprends le micro et que tes 55% d'eau puissent s'exprimer. Vas-y. Oui, merci. Non, je veux dire, bon, pourquoi on a choisi ce sujet ozone, le charbon actif? Parce que dans les années, je regarde vers Bertrand, c'est 82, 84, je sais plus. Il y a eu un très très gros débat. Pas dans cette salle parce que le bâtiment n'existait pas, mais dans une autre salle sur le campus, à l'occasion des jours d'information, entre Fiessinger, j'ai perdu son prénom, François Fiessinger et Marie-Marguerite Borbigo, qui étaient les deux pilotes, on va dire, de la recherche privée de l'époque, côté Suez, lyonnaise, et côté Veolia, Général des Eaux, on va dire, à l'époque, sur, et ça va faire transition peut-être avec la suite, sur Veolia qui défendait surtout ozone couplé, l'ozonation couplée, un charbon actif en grains, en traitement d'affinage des eaux de surface, des eaux de rivière, pour les transformer en eau potable, bien sûr. Et puis, lyonnaise qui disait, mais bon, ok, pour aujourd'hui, mais demain, tout ça va être mis à la poubelle parce qu'on n'aura que des membranes. On n'aura que des membranes partout. Je regarde Yves, il se souvient aussi de cette époque-là. Et donc, il y a eu un gros débat autour de ça. Et voilà, il m'est venu à l'idée de dire, 50 ans après, pas 50 ans après, 40 ans après, est-ce qu'on peut faire le point où en est-on? Et je vois qu'avec les interlocuteurs que nous avons autour de la table, là, le système ozone et charbon en grains ou en poudre, en fait, est encore toujours utilisé pour plein de raisons, avec des avantages et des inconvénients, comme le disait bien Jean-Pierre. Oui. Donc voilà ce que je voulais dire à la fin. Merci. Non, mais c'est ça. Et puis ce que disait effectivement Dominique, il y a quand même des choses qui tiennent la route encore plutôt pas mal. Ok, il y a des inconvénients aussi. C'est toujours une question d'arbitrage, mais c'est donc là. Grand merci, messieurs, parce qu'on est pas mal à 10h05. Là, vous pouvez les applaudir parce que c'est pas facile. Hein, donc,